ouf de soulagement pour ses partisans. L'opposant malien Soumaïla Cissé a recouvré sa liberté au même titre que la Française et 2 Italiens, jusqu'ici aux mains de groupes djihadistes. Ce sont des scènes récurrentes au Nigeria. Un camion citerne rempli de gaz a explosé et provoqué un incendie à Lagos. On déplore au moins 5 morts, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. En Algérie, le viol et l'assassinat d'une femme de 19 ans a déclenché un vif émoi, relançant le débat sur la peine capitale d'une part et sur l'urgence de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. C'est fait, l'homme politique malien Soumaïla Cissé a libéré ce jeudi, plus de 6 mois après son enlèvement. Il est une figure éminente de la politique et de l'histoire récente et tourmentée de son pays. Soumaïla Cissé, 70 ans, a été enlevé, faut-il le rappeler, le 25 mars, alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. À son arrivée à Bamako après sa libération, il a remercié les nouvelles autorités. On l'écoute. Je suis très heureux d'être là. Pour le Mali, pour ma famille. J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez. Sous un climat des plus austères. Dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara. Dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Remercier les nouvelles autorités maliennes, elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace. Ce sont des scènes récurrentes au Nigeria. Un camion citerne rempli de gaz a explosé et provoqué un incendie à Lagos. On déplore au moins 5 morts, 3 blessés et d'importants dégâts matériels. Reportage. Le camion a explosé aux alentours de 6 heures du matin à la station-service de Baruwa Ipaja, un quartier de Lagos, l'immense capitale économique du Nigeria, peuplé de 20 millions d'habitants où les accidents de ce type se produisent souvent. Le camion était en train d'être déchargé de son gaz lorsqu'il a explosé, a déclaré un employé de l'Agence nationale de gestion des urgences. Nous avons retrouvé 5 corps carbonisés et réussi à porter secours à 3 personnes, une femme et ses enfants, a-t-il ajouté. Les blessés, gravement brûlés, ont été transportés dans un hôpital à proximité. Plus de 40 maisons, 89 boutiques et plusieurs véhicules ont été incendiés. En début d'après-midi, les pompiers étaient encore sur place pour éteindre les foyers résiduels. Les explosions de camions-citernes et d'oléoducs sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, mais où la majorité des quelques 200 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Le gouvernement somalien a démenti mercredi la libération de 2 médecins cubains. Une information annoncée la veille par une source policière kenyane. Ils ont été enlevés en avril 2019 au Kenya, ces médecins. Somalie et Cuba ont apporté un démenti à la libération d'Acel Herrera Correa et de Landy Rodriguez Hernandez. Les 2 médecins, un généraliste et un chirurgien enlevés, faisaient partie d'un groupe d'une centaine de docteurs cubains déployés à travers le Kenya mi-2018 pour renforcer les services de soins de santé dans ce pays d'Afrique de l'Est. Leurs assaillants, des hommes armés soupçonnés d'être des islamistes radicaux Shebab, avaient attaqué leur véhicule en 2019 sur le chemin de l'hôpital de Mandera où ils travaillaient, une ville du nord-est du Kenya à la frontière avec la Somalie. Mercredi, en début d'après-midi, une source policière kenyane avait indiqué sous couvert d'anonymat que les 2 médecins avaient été libérés. En mai 2019,
Le mois suivant l'enlèvement, un responsable gouvernemental à Mandera avait indiqué, sous couvert d'anonymat, que les ravisseurs avaient demandé une rançon de 1,5 million de dollars. Information confirmée par un haut responsable de la police kenyane, mais qui n'a pas précisé le montant de la rançon. La vice-présidente du Cuba, Inès Maria Chapman, avait indiqué décembre 2019 que les deux hommes allaient bien et que Nairobi et la Havane poursuivaient leurs efforts pour les libérer. Au Burkina Faso, 14 candidatures sur 23 ont été reçues pour la présidentielle du 22 novembre prochain, et ceci accepté par la Commission électorale nationale indépendance. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration du président de la CENI, Newton Ahmed Barry. La Commission électorale nationale indépendante CENI du Burkina Faso a accepté 14 des 23 candidatures reçues pour la présidentielle du 22 novembre, validant celles des principaux favoris du scrutin. Nous avons reçu 23 candidatures, nous avons retenu 14 candidatures et en avons invalidé 9, a déclaré le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, précisant que cette liste provisoire doit être soumise au Conseil constitutionnel qui publiera, après tous les recours possibles, une liste définitive. Le Conseil constitutionnel a désormais 10 jours pour valider ou non chacune des 14 candidatures. Parmi les candidats retenus figurent notamment Roch-Marc Christian Kaboré, qui brigue un deuxième mandat, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, ou encore Edi Komboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré. Les candidatures de l'ancien premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, et de Kadri Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de Compaoré, ont également été validées. Les candidats recalés ont pour leur part dénoncé des conditions de candidature contraires à la Constitution, notamment la caution de 25 millions de francs CFA et un parrainage d'au moins 50 élus. On a rejeté ma candidature alors que ce n'est pas normal. Avec de telles conditions, on ne cherche pas un président intègre. Il suffit d'avoir les moyens dont on ne demande même pas l'origine à critiquer Issa Sawadogo, un candidat indépendant qui avait été le premier à transmettre son dossier à la CENI, mais ne pourra donc se présenter. Les 9 candidatures invalidées sont essentiellement celles des indépendants. En Algérie, le viol et l'assassinat d'une femme de 19 ans a déclenché un vif émoi, relançant le débat sur la peine capitale d'une part et sur l'urgence de lutte contre les violences faites aux femmes. Reportage. Le corps de Shaima a été retrouvé début octobre après sa disparition au niveau d'une station essence désertée à l'est d'Alger, la capitale. La jeune fille a été battue et violée avant d'être brûlée vive, selon les médias locaux. Le suspect passé aux aveux est poursuivi pour viol et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens en utilisant la torture. Il s'agit, selon la mère de la victime, d'une ancienne connaissance de la famille contre laquelle la jeune fille avait porté plainte pour viol en 2016. La mort de Shaima a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où les internautes fustigent un crime crapuleux et réclament justice. À mémoire de la victime, un message est largement partagé sur la toile « Je suis Shaima ». Dans une vidéo poignante diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par les télévisions locales, la mère de la victime, s'adressant directement au président algérien Abdelmadjid Tebboune, réclame l'exécution du coupable. Sur Internet également, le débat sur la peine capitale est relancé. Toutefois, la remise en cause du moratoire sur les exécutions appliquées en Algérie depuis 1993 divise la société. La peine de mort n'est pas dissuasive, elle est discriminatoire et ne protège pas les personnes les plus vulnérables, explique la directrice d'Amnesty International pour l'Algérie. Le pays a recensé jusqu'ici 38 féminicides pour la seule année 2020. En Indonésie, c'est une nouvelle loi votée par le Parlement qui suscite la colère des citoyens. Le texte incriminé réduit les droits des salariés. De violents affrontements ont éclaté jeudi à Jakarta entre la police et les manifestants. Reportage.
La police a fait usage de gaz lacrymogène dans la capitale contre des manifestants qui ont brûlé des arrêts de bus et des postes de police selon des journalistes. Plus de 400 personnes ont été arrêtées en 2 jours à Jakarta, essentiellement des jeunes, a indiqué le porte-parole de la police de la capitale qui les a accusés de vouloir provoquer des violences pendant des manifestations. Quelques 9000 membres des forces de sécurité avaient été déployés jeudi dans la capitale et autour pour empêcher l'arrivée de salariés et d'étudiants qui avaient l'intention de manifester devant le palais présidentiel et le Parlement. La police n'avait pas autorisé les manifestations, invoquant le risque de contamination par le Covid-19, mais des jeunes sont descendus dans la rue de façon spontanée dans plusieurs dizaines de villes. Dans certaines cités, ils ont dirigé leur colère contre les parlements locaux en s'attaquant à ces bâtiments. Le gouvernement espère que la nouvelle loi, appelée loi Omnibus, qui vise à réduire la bureaucratie en amendant des dizaines de lois existantes touchant à l'environnement, la fiscalité, le droit du travail et les normes environnementales, va favoriser les investissements étrangers, mais les syndicats de travailleurs et les groupes de défense de l'environnement ont dénoncé cette loi qu'Amnesty International a qualifiée de catastrophique pour les salariés. Les salariés protestent notamment contre une réduction des indemnités en cas de licenciement et un allègement des obligations des entreprises sur les contrats à long terme. À Oakland, fief de la sénatrice démocrate Kamala Harris, des Américains se sont rassemblés dans un bar pour regarder le débat opposant la colistière de Joe Biden au vice-président Mike Pence. Je vous invite à présent à suivre quelques réactions à la suite de cette intervention. Elle a le potentiel pour devenir une légende, une femme noire à la Maison-Blanche. Ayant vécu ici et connaissant le travail qu'elle y a fait, je suis certain qu'elle sera une très bonne vice-présidente. Ce débat est meilleur. Kamala arrive plutôt bien à faire passer ses idées, même si Pence déborde encore de son ton imparti et ne répond pas aux questions posées. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on va au fond des choses et c'est ce que l'on veut tous, que les dossiers puissent être débattus. Je l'aime bien, elle est plus en faveur des minorités, je pense qu'elle est pour la justice sociale et raciale et cela est important pour moi. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle suite de programmes sur Sika. À très bientôt.